Bonjour, merci d'être à mes côtés pour cette dernière séquence sur la balance des couleurs RGB et qui consistera à étudier de plus près le comportement des masques dans ce module. Voici donc cette image qui représente le fameux village d'Aromanches, la plage du débarquement, avec ici les restes de pontons ou du débarcadère. Et avant de commencer, voyons l'image originale. Voici. Corriger après exposition, filmique, calibration des couleurs. Activons donc maintenant balance des couleurs, nous obtenons cet effet. Regardons rapidement les paramètres, puisque le sujet ce sont les masques. J'ai rajouté un peu de contraste. Vous voyez? Hop. J'ai rajouté de la chroma linéaire dans les ombres. Sans chroma, avec un peu de chroma dans les ombres, pour renforcer les tonalités un peu jaune, orangé, jaune et ocre. Dans les tons moyens aussi, un petit peu. Par contre, dans les hautes lumières, j'ai carrément baissé la chroma, puisque si je remets de la chroma, je m'aperçois que les couleurs ici deviennent trop jaunes. Le bâtiment du musée n'est pas du tout dans cette teinte. Voilà. Pour la saturation, carrément augmenter la saturation des ombres, vous voyez. Voilà. Un peu dans les tons moyens, un peu dans les hautes lumières, même si j'aurais pu le laisser tel que. Carrément baisser la brillance dans les ombres ici. Voilà la différence, vous voyez. En baissant la brillance, je renforce l'effet de coucher de soleil. Dans les tons moyens, j'ai rien changé et j'ai aussi baissé la brillance dans les hautes lumières. Nous savons que ces réglages sur les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, selon les paramètres de saturation, de chroma ou de brillance, agissent sur des masques. Et allons donc voir dans l'onglet masques, dans lequel nous découvrons tout d'abord ce schéma, d'accord, avec des courbes sur deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal représente la plage de luminance du noir au blanc. L'axe vertical représente le niveau de transparence des masques, à savoir ici, on a le niveau 0 de transparence, c'est-à-dire que ce qui va agir dans cette zone-là sera pratiquement imperceptible, alors que si on monte verticalement, ici on est plutôt sur une opacité qui va permettre à cette partie de la courbe d'agir complètement, pratiquement complètement, dans la zone correspondante sur les tons ici foncés. Cette courbe que je suis actuellement représente la transition des ombres. Nous allons expliquer comment cela fonctionne. Celle-ci, représente la transition des hautes lumières. Et enfin, celle en forme de cloche ici, représente le gris moyen, la transition ou le pivot du gris moyen. Lorsque vous cliquez sur cette icône concernant la transition des hautes lumières, vous voyez apparaître le damier que nous avons rencontré dans KEEP. Ici, j'ai choisi une couleur de damier bleu. Alors, si je veux changer de couleur, je clique sur la couleur. On a ici cette palette dans laquelle on peut choisir la couleur dans laquelle seront représentées la couleur 1 du damier, c'est-à-dire les couleurs ici les plus claires, en bleu clair. Pourquoi j'ai pris du bleu? Tout simplement puisque j'ai ici, globalement dans l'image, des tons jaunâtres. J'ai pris la couleur complémentaire pour que les tons jaunâtres se voient beaucoup mieux que si j'avais pris par exemple du jaune ou du rouge. Donc vous pouvez changer ici la couleur du damier ainsi que sa taille.
j'ai préféré prendre une taille relativement petite, autour de 3 pixels, je crois. Laissons les choses revenir. Voilà. Donc, sur cette image, les zones sélectionnées dans l'image sur lesquelles on pourra faire agir les valeurs de haute couleur sont représentées telles qu'elles sont globalement dans la réalité. Ça correspond sur la courbe que vous voyez ici aux zones qui sont dans cette partie-là, c'est-à-dire pour la courbe des hautes lumières, en gros, à cette partie-là sur la courbe. Donc ça veut dire que lorsque on va faire agir un paramètre de haute lumière, que ce soit la chroma ou la brillance, lorsque je vais agir à travers cette courbe, je vais agir ici sur cette partie-là. De là à là, je vais agir globalement dans cette partie-là, c'est-à-dire que tout en travaillant sur les hautes lumières, on s'aperçoit qu'on agit quand même sur une partie des grilles intermédiaires, mais avec un damier qui est moins opaque, c'est-à-dire une transparence partielle. Et de la même façon, dans la partie la plus basse, ici, on n'agit pratiquement pas sur les ombres. Donc, sur ce schéma, je peux dire que ce qui apparaît ici en couleur fait partie des hautes lumières, ce qui apparaît un peu moins clair avec un damier plus présent fait partie des des couleurs intermédiaires dans cette zone-là, et ce qui fait partie ici, par exemple, de cette zone-là très claire dans laquelle on se demande ce qu'il peut y avoir derrière, ou celle-là, fait partie des zones sombres dans cette partie de l'image. Donc, quand je vais agir à travers le curseur, les curseurs ici de l'onglet Mètre, eh bien, quand vous agissez sur les hautes lumières, vous agissez selon la courbe que vous voyez ici à l'écran. Donc, le fait d'agir sur les hautes lumières agit effectivement beaucoup plus sur les hautes lumières, mais agit quand même sur des zones de transition entre les basses lumières et les hautes lumières. Confirmons ceci. Prenons par exemple la gradation de saturation perceptuelle. Pour l'instant, les hautes lumières, je suis à 0. Si j'augmente la saturation sur les hautes lumières, c'est-à-dire si je pense augmenter la saturation dans les zones les plus claires, je m'aperçois que j'ai aussi des variations ici qui sont apparues dans cette zone, par exemple, celle que j'ai vue. On va aller dans l'autre sens. Vous voyez? Donc, la saturation perceptuelle ici, dans les hautes lumières, agit aussi sur des lumières intermédiaires qui correspondent, si je retourne sur le masque, à cette partie de la courbe. Si on active le masque de transition des ombres, nous obtenons ce schéma. Donc ici, les parties les plus sombres que je vous montre à l'écran sont celles qui vont être le plus affectées par les modifications sur les ondes, c'est-à-dire ce qui correspondra à cette partie de la courbe. Si je prends cette partie de la courbe ici, il y a très peu d'effets sur les tons les plus clairs. Donc ces zones qui seront moins affectées apparaissent ici en très clair sur l'image. Et bien sûr, on va avoir les zones intermédiaires, comme celle-ci par exemple, celle-ci, là où je suis, vous voyez, ici, ici dans ces maisons, qui seront affectées de façon dégressive en allant vers les blancs selon la pente de la courbe ici. Vérifions ceci dans l'onglet Mètre. Prenons par exemple la variation de chroma sur les hautes lumières. Donc si je fais varier la chroma sur les hautes lumières, ça va varier, pardon, excusez-moi, pas sur les hautes lumières, sur les ombres. Sur les ombres, je vais agir sur les zones les plus sombres. Mais je vais agir aussi sur des zones moins sombres, c'est-à-dire sur des zones intermédiaires. Regardez l'image, si je fais varier la chroma sur les ombres, je l'augmente. On s'aperçoit qu'elle a bien augmenté ici sur les arbres, ainsi que sur les maisons, là, mais aussi sur la plage, dans cette partie-là. Faisons le contraire.
vous regardez, je baisse le curseur, regardez les ombres et les tons intermédiaires. Voilà, ici j'ai pratiquement plus de chroma sur la plage ainsi que sur les arbres. Remettons un peu ça de façon à ce que ce soit dans l'esprit de l'image que je veux obtenir. Peut-être un peu plus, voilà. De la même façon, si j'étais sur les ombres dans la brillance, là j'ai complètement baissé la brillance à 24. Petite remarque, clic droit, ici vous pouvez rentrer 50 si vous voulez. D'accord? Et là on a des effets un peu plus marqués. D'accord? Je vais revenir à une valeur moyenne. Sur les hautes lumières, on l'a vu tout à l'heure. Voyons les ombres à l'opposé. Si je mettais moins 50, on obtient quelque chose de beaucoup plus sombre, mais qui est peut-être sympa quand même. Hein. Parlons maintenant du pivot du gris moyen du masque. Petite question, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, j'augmente le pivot du gris moyen ou si je le diminue? Rappelez-vous, avant d'essayer de répondre à la question, la cellule de notre appareil photo qui mesure la quantité de lumière est réglée sur, on l'a dit dans un des tutos, je pense que vous le savez, est réglée sur un gris moyen à 18,45%. Lorsque la cellule en question reçoit plus que 18,45%, on a dit que dans ces cas-là, elle a tendance à sous-exposer l'image, puisqu'elle va ramener la mesure de lumière qu'elle fait à 18,45. Lorsque cette cellule reçoit, au contraire, moins de 18,45%, elle fait en sorte de rééquilibrer en augmentant pour passer à 18,45. Autrement dit, lorsque je vais diminuer le pivot du gris moyen du masque, si vous avez suivi, l'image devrait s'éclaircir. Regardons. Et c'est bien ce qui se passe. Au contraire, si je dépasse 18,45%, l'image s'assombrit légèrement. Forçons un peu, ne regardez pas les courbes là-bas pour l'instant. Vous voyez bien que entre cette image et le pivot à 18,45%, on a une différence de luminosité. Avant de continuer, et vous savez que j'aime bien de temps en temps revenir dans GIMP, nous allons préciser un petit peu la notion de pivot à travers le pivot du gris moyen du masque et le pivot du gris de contraste. Voilà cette image d'un château d'époque Louis XIII situé non loin de chez moi. Et donc ici, j'ai ajusté les niveaux. La courbe des niveaux, ici, le point noir, le point blanc, et ici ce qu'on appelle le point gris moyen. Lorsque ici la valeur est à 1, ça correspond ici au gris moyen, d'accord, qui renvoie 18,45% de lumière. Si je fais passer le gris de l'autre côté, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, l'image doit devenir plus sombre. C'est QFD. Au contraire, si je vais passer l'image, le point vers la gauche, l'image devient plus claire. Tout simplement, si je regarde dans cette situation la plage des tons foncés ici par rapport à la plage des tons clairs, la plage des tons foncés est plus petite, donc les tons clairs sont prédominants et réciproquement de l'autre côté. Je réinitialise, voilà, je vais fermer cette fenêtre et aller dans l'onglet la commande couleur, non plus sur niveau, mais sur la commande courbe. Cette commande courbe, je pense que vous l'avez déjà utilisée, elle permet de
de faire des modifications, parfois farfelues comme je fais. Bon, d'accord. La commande courbe, je vais réinitialiser. Si on prend un point ici au milieu qui correspond au gris moyen, d'accord, et que l'on tire la courbe vers le haut comme ça et la courbe vers le bas comme ça, on obtient la fameuse courbe en S qui nous augmente le contraste de l'image. C'est-à-dire que comme on augmente les valeurs des points dans les tons clairs ici et qu'on diminue les valeurs des tons sombres, ça veut dire que les sombres deviennent plus sombres et les clairs plus clairs. Donc le contraste de l'image a changé, ce que l'on voit effectivement si je désactive ou si j'active l'aperçu. C'est ce point qu'on va appeler le pivot. Le pivot va permettre de préciser à partir de quelle position on fait varier les tons foncés et les tons clairs. Je peux par exemple mettre un pivot ici, plus loin, donc ce sera un pivot au-delà de 1845. Et regardez, si je place le pivot au-delà de 1845, l'image devient plus foncée, tout simplement parce que la part des tons foncés dans cette partie basse, ici, est beaucoup plus importante que la part des tons clairs. D'accord ? Donc, si j'augmente la valeur du pivot, c'est-à-dire si je passe au-delà de 1845, on confirme ce qu'on a déjà dit, à savoir, on va foncer l'image, on va augmenter le contraste du côté des tons clairs, baisser du côté, les noirs vont devenir plus noirs, excusez-moi. De l'autre côté, alors, le mieux c'est de tout réinitialiser, de mettre un point pivot par ici et de voir ce qui va se passer si j'augmente comme ça. Vous remarquez que on augmente beaucoup plus les tons clairs qu'on ne diminue les tons foncés. Dans cette position du pivot et dans la position des points des tons clairs et des tons foncés, on parle d'un contraste positif. Si on fait le contraire, excusez-moi, voilà, c'est-à-dire si on baisse les tons clairs et qu'on augmente les tons foncés, on obtient cette... pardon, excusez-moi, on augmente la luminosité des tons foncés et on diminue la luminosité des tons clairs. C'est beaucoup plus précis. On parlera de contraste négatif avec des images un peu, je dirais, entre guillemets, fadasses. On va retrouver ça, bien sûr, dans Darktable. Donc, dans Darktable, dans l'onglet masque, si vous agissez sur le pivot du gris du contraste, vous faites varier la position du point dont je vous ai parlé tout à l'heure dans GIMP. Là, le pivot du gris est toujours inscrit à 1845, c'est-à-dire qu'il est au gris moyen. Si je passe par là, le pivot augmente, donc le point sur la courbe correspondante de GIMP va vers le haut. Et dans ce cas-là, on obtient cette image qui est modifiée. Ce qui veut dire que quand vous serez dans l'onglet Maître, vous agirez sur le contraste à partir du pivot que vous avez déterminé ici dans Masque. Si je remets par exemple un pivot à ce niveau, l'image change de tonalité. Excusez-moi, je vais le remettre à... Il est revenu à sa valeur de départ. Donc si je serais à 10%, d'accord, donc le point sur la courbe de GIMP s'est décalé par là. Ça veut dire que lorsque je vais, excusez-moi, je remets à 0, ajouter un contraste positif, il y a beaucoup plus de tons clairs qui vont être affectés que de tons foncés. Faisons le contraire. Remettons le gris vers au-dessus du point central ici. Donc quand je vais augmenter le contraste, il y a beaucoup plus de tons foncés qui seront affectés que de tons clairs. Donc cette possibilité peut effectivement permettre de faire des modifications dans l'image selon nous.
par défaut, évidemment, il est conseillé de le laisser à 18,45%. Excusez, double-clic. Ah, il ne veut pas. Voilà, 18,45. Revenons donc maintenant au pivot du gris moyen du masque. Si j'augmente, on l'a vu, le pivot, on s'aperçoit que les courbes se modifient. Et comme on l'a dit, la luminosité de la scène diminue. Si au contraire, je diminue le pivot, le gris moyen du masque, c'est conforme à ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, l'image s'éclaircit. Alors, je vais faire varier le pivot et vous allez regarder le comportement des courbes. Je vais partir d'un pivot où on ne voit pas grand-chose. Regardez la position du gris moyen. Il est resté calé entre les deux courbes, mais les deux courbes ont changé de forme. Ça veut dire que dans ce cas-là, en fait, le gris moyen a adapté la courbe des tons foncés et celle des tons clairs. On s'aperçoit que dans ces conditions, la courbe des tons clairs agit au maximum sur cette plage, c'est-à-dire sur la plage en gros qui est de là à là, d'où une image beaucoup plus claire, alors que la courbe des tons des ombres, ici, agit au maximum sur une plage très courte. Et dans cette zone-là, il n'y a pratiquement pas d'action sur les tons foncés, ce qui explique l'image que nous avons actuellement, très claire, et des tons sombres qui ont perdu un peu en intensité. Si j'augmente, on sait que l'image va s'assombrir. Et dans cette situation, si on regarde la courbe des ombres, elle agit pratiquement au maximum sur cette zone-là, et elle agit encore beaucoup sur cette zone-là, ce qui veut dire que les tons clairs seront relativement affectés. Par contre, pour la courbe des hautes lumières, eh bien, elle part de là, très peu d'action sur les tons sombres, elle augmente, d'accord, donc une action sur les valeurs intermédiaires, mais elle n'atteint pas le maximum ici. On n'est pas ici au maximum des tons clairs. Je vous avais dit, quand on a travaillé sur GIMP, que si on définissait le masque des ombres et le masque des hautes lumières, globalement, il n'y avait pas besoin de définir un masque spécifique sur les tons gris. Voyons ça maintenant dans Darktable. Regardons maintenant ce qui se passe si nous agissons sur la transition des ombres ou la transition des hautes lumières en déplaçant ce curseur. Si je déplace le curseur, regardez ce que fait la courbe au fur et à mesure, notamment dans la partie ici intermédiaire. Et on arrive au maximum à 300%. On ne peut pas aller au-delà. Alors d'abord, à quoi correspond la valeur par défaut 100%? Si vous imaginez une droite qui passe dans cette zone-là, l'angle que vous obtiendrez ici sera à peu près de 45 degrés. Or, la tangente de 45 degrés est égale à 1. Et 1, c'est 100%. D'accord? Donc, ça veut dire que le déplacement de ce curseur, qui fait varier la pente de cette droite, indique en pourcentage la valeur de la tangente de l'angle qui est là. Bon, ça, c'était pour l'aspect mathématique. Regardons ce qui se passe maintenant au niveau de l'image. Alors, si je ramène l'image à 100%, j'ai ceci. Regardez ce que j'obtiens si je passe à 200%. Je sais que la pente va augmenter. Regardez l'image. J'ai l'impression que certains tons sont devenus un peu moins clairs, un peu plus foncés. Regardez si je vais à 300%. Là, on voit nettement une petite différence. Alors, revenons à, par exemple, autour de 0% et repassons à 100%.
On s'aperçoit donc bien que le fait d'augmenter ici la valeur en pourcentage, c'est-à-dire d'augmenter la pente de cette droite, fait que les tons foncés deviennent plus foncés sans que forcément il y ait beaucoup de changements sur les tons clairs. Donc dans cette position à 300%, l'aplat que vous avez ici nous dit que la transformation que nous ferons agira sur une zone plus large sur les tons sombres, alors que ici la zone intermédiaire sera plus courte et que la zone dans les hautes lumières sera aussi plus large. Autrement dit, globalement, si on applique le masque représenté par cette courbe, il a plus d'action sur les tons foncés. Regardons dans le masque proprement dit. Si je reviens au départ, j'ai effectivement ici une image dans laquelle, pardon, excusez-moi, oui, là je suis sur presque zéro. Il y a beaucoup de zones de transition entre les différents tons. Si je passe 300%, on s'aperçoit que les tons foncés prennent effectivement du poids par rapport aux autres tons. Vous remarquerez au passage que la courbe des tons gris s'est adaptée aux variations que j'ai faites dans les transitions des ombres. Nous pouvons bien sûr étudier ce qui se passe lorsque l'on agit sur la transition des hautes lumières. Ici, je suis à 100%, ce qui veut dire que globalement, la droite a une pente de 100%, c'est-à-dire une tangente de 1. Dans ces conditions, on s'aperçoit que on n'agit pas dans les tons foncés, d'accord, un petit peu dans des tons intermédiaires ici, et que l'action dans les tons clairs est une action progressive à partir d'à peu près de cette zone-là. Bon, si j'augmente la pente, regardez ce qui se passe, on s'aperçoit que la zone dans laquelle la courbe agit sur les tons foncés s'est agrandie, mais elle est plus basse, c'est-à-dire elle frôle plus l'axe ici, donc il y a peu d'action sur les tons foncés ici, mais la zone ici sur les tons clairs est beaucoup plus large, c'est-à-dire que les tons clairs vont peut-être apparaître entre les deux positions un peu plus claires. Bon, la différence est un peu ténue, je vais revenir vers 0 et vous regardez ce qui se passe aux alentours de cette zone. Vous avez remarqué que ici, on a un peu baissé en intensité lumineuse. Je repasse sur 300. À nouveau, vous regardez dans cette zone-là. On s'aperçoit que les tons clairs ici sont devenus un petit peu plus clairs, mais les différences sont assez ténues. Alors maintenant, si je mets les deux curseurs au maximum, eh bien, regardez la différence entre cette position-là et celle-là, d'accord? Celle-là et celle-là. Les différences sont beaucoup plus tranchées, c'est-à-dire que les zones de transition sont plus petites dans cette situation que dans l'autre. Et pour terminer, si j'ai mis les transitions sur les ombres et les tons et haute lumière à 300%, déplaçant le gris moyen, je sais que si je déplace le gris moyen par là, je vais assombrir l'image, ce qui est logique, et on voit que les courbes effectivement s'adaptent. Il y a plus d'action sur cette zone-là, la zone d'action sur les tons, sur les ombres est plus large, d'accord. Par contre, celle l'action sur les tons, les hautes lumières, est pratiquement nulle, puisque déjà on est en dessous, donc les tons, les hautes lumières ne seront pas au maximum dans ces conditions. Si je fais le contraire, eh bien, on va s'apercevoir que l'image va être plus claire, étant donné que la plage d'action sur les hautes lumières ici est beaucoup plus large là,
Et sur les tons sombres, c'est beaucoup plus étroit. Donc voilà, vous avez maintenant, enfin, je pense, vous avez compris comment fonctionnent les masques, et ça laisse effectivement la possibilité de faire plein d'essais pour voir ce que ça donne et pour quel changement. Je vous conseille d'utiliser au maximum toutes ces possibilités pour vous faire un avis sur les résultats obtenus. Il n'y a que par la pratique que vous comprendrez vraiment comment ça fonctionne. Dans la documentation d'Artable, on nous dit que les valeurs par défaut prises pour les transitions sur les ombres pivots du gris moyen et la transition de lumière suffisent dans la majorité des cas. Bon, je viens de vous montrer qu'on peut quand même les utiliser. Dans la majorité des cas, parce que, bon, effectivement, vous savez que vous pouvez agir fortement sur l'image avec les valeurs que vous pouvez entrer dans l'onglet Maître, mais aussi n'oublions pas que nous avons l'onglet 4 voies aussi sur lequel on peut faire des réglages. Si je veux par exemple faire en sorte que les ombres deviennent encore plus sombres, j'ai toujours la possibilité d'aller dans la luminance du lift des ombres. De la même façon, si je veux que le gain des hautes lumières soit plus important, eh bien je peux aller dans le gain des hautes lumières, dans la luminance des gains. A contrario, dans l'autre sens, je vais diminuer la luminosité. De la même façon, vous pouvez agir sur la luminance des tons moyens et vous obtenez ici cette image. Donc nous venons de voir ce que nous pouvons faire avec les masques et l'onglet Maître. N'oublions pas qu'il nous reste aussi l'onglet 4 voies. Si ça vous amuse par exemple sur les hautes lumières, vous pouvez très bien définir une chroma sur la teinte qui est choisie là, par exemple. Vous voyez, je suis en train de donner une teinte un peu rougeâtre, et si je veux changer de teinte, je peux glisser ce curseur dans cette position et vous voyez que l'aspect général de l'image a complètement changé. Si on fait la même chose sur les puissances, les ombres et pourquoi pas la teinte globale, les possibilités de travailler avec le module balance des couleurs RGB sont infinies. Et bien écoutez, soyez créatifs, mais surtout faites beaucoup d'essais pour vous mettre ce module en main. Je terminerai, si vous le voulez bien, par un autre exemple d'utilisation de ce module. Je vous propose donc de travailler sur cette image qui a été prise au Chazelet, en face le massif de la Meige. Il était environ 3-4 heures de l'après-midi, un soleil très fort, des ombres, vous voyez ici, pas très larges, donc on n'est pas à 7 heures le soir. Vous voyez que ici, sur l'original, j'ai un ciel avec une couleur magenta, c'est-à-dire que les couleurs dans les tons très clairs ici sont complètement dénaturées, donc dans un premier temps, il va falloir essayer de régler ce problème. J'ai fait les différents réglages, je ne reviendrai pas sur la luminosité ni filmique, mais voici le résultat que je vous propose. J'ai voulu mettre en valeur sur cette image le fait que les chalets anciens ici, qui sont en mélèze, ont avec le temps une teinte très foncée. Et j'ai voulu mettre en opposition ces chalets qui sont en bois avec la maison ici. Bon, peut-être le savez-vous, mais pour régler le problème de ce ciel complètement dénaturé vers des tons magenta, il suffit d'activer reconstruire les hautes lumières et de reconstruire dans LCH. Comment avoir le bon réglage? Tout simplement, si vous poussez ici vers la droite, attendons un petit peu, on voit que le ton magenta réapparaît. Donc il suffit de petit à petit décaler
le curseur pour que le magenta petit à petit rejoigne les tonalités ici sur le bleu, le rouge et le jaune qui sont derrière. Donc en me mettant sur cette valeur, j'ai fait disparaître la tonalité magenta qui était dans le ciel. Au niveau de l'exposition, bon, bien, rien de particulier. J'ai peut-être mis un petit peu en valeur la correction du noir. Filmic, réglage classique sur Filmic. Je n'assiste pas, c'est pas mon objectif. Balance des couleurs RVB, on va voir après, mais calibration des couleurs. Donc, je vous ai dit qu'on était sur cette image en lumière du jour, avec un ciel, un soleil très vif sur un ciel très bleu, donc une teinte plutôt froide. J'ai effectivement baissé le curseur vers la gauche, envoyé le curseur vers la gauche de façon à agrandir la plage des tons un peu bleutés sur mon image. Et si je fais ça, je vais dans des tons jaunâtres, et ici, je recale la lumière du jour vers 4500K. Voilà, 4700, oui. Voilà. Et donc, j'obtiens une couleur qui correspond peut-être plus comme ça à la réalité que j'ai perçue. Si je désactive balance des couleurs RVB, voilà ce que j'obtiens. Donc une image très claire, sur laquelle je ne pense pas qu'il y ait des zones surexposées et bouchées, vous voyez, d'accord? Mais ça ne met pas en valeur ce que je vous ai dit, à savoir les chalets anciens qui ont une teinte relativement foncée, plutôt à la limite du noir. Et ici, je voudrais aussi mettre en valeur le ciel un peu plus et ne pas trop surcharger la luminosité dans cette zone-là. CTRL-clic sur cette icône et je remets donc tous mes paramètres à 0. Donc nous voici dans l'onglet Mettre. Virage de teinte, c'est pas la peine. Vibrance globale. Donc j'ai ici des tons qui ne sont pas très saturés par endroits sur les cailloux, peut-être. Bon, je vais remettre un petit peu de vibrance. Ça se verra pas forcément tout de suite. C'est un petit peu si vous regardez de près. Par exemple, regardons sur les cailloux. Un peu de vibrance. On voit une petite variation. 24, 25, allez, 20. Bon, voilà. Au niveau de la gradation de chroma, je ne vais pas renforcer les ombres ni les tons moyens et simplement mettre un petit peu de chroma dans les tons clairs. Ce qui me donne une tonalité, enfin une teinte des couleurs plus riches. Revenons en arrière. Regardez sur la maison moderne au fond, là-bas, des couleurs un peu plus riches sur l'enduit et dans le ciel. Donc voilà pour la gradation de chroma linéaire. Au niveau de la saturation perceptuelle, je vous ai dit, je veux que le bois, le mélèze sur les chalets ressorte relativement très foncé. Donc, je sais que si je pousse la saturation perpétuelle, d'accord, eh bien, je vais baisser la luminosité, les troncs vont devenir plus sombres. Je vais carrément, sur les ombres, aller vers, on va voir, 24, je pensais, 39. On pourrait faire un clic droit, taper 40, pour voir que dans les ombres, déjà, vous voyez, on a bien foncé les ombres. Dans les tons moyens, pourquoi pas en mettre un petit peu aussi, d'accord? Voyons ce que ça donne. Vous voyez, légèrement dans les tons moyens. Je reviens à 0, regardez sur l'image. J'ai un petit peu plus, pourquoi pas mettre un peu plus, pourquoi pas 25. Voilà, ça me paraît pour l'instant tout à fait convenable. Alors maintenant, voyons pour la brillance. Puisque je veux que mes ombres deviennent encore plus foncées, eh bien logiquement,
je baisse les ombres carrément ici à moins 25 et on voit le résultat. Un petit peu sur les tons moyens aussi, ça agit un peu moins, mais ça renforce un petit peu l'effet. Et sur les hautes lumières là, peut-être enlever un petit peu de haute lumière, pas beaucoup. Ça se voit sur la maison, vous regardez la maison moderne là-bas, quand je baisse le niveau des hautes lumières, j'obtiens ici une ombre un peu plus marquée sans forcément trop faire varier la luminosité dans l'image. Après l'onglet Mettre, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'onglet 4 voies? Je souhaite avoir des grilles qui soient, si possible, correctement gris, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dominante. J'ai ici des pierres d'ardoise et j'ai ici le ciel. Je voudrais que le gris dans le ciel, qui semble ici un peu légèrement doré, devienne plus gris. Pour rééquilibrer le gris, j'ai choisi de saisir un échantillon sur le toit en tôle ici. Donc avec la pipette, je vais sur le toit en tôle. On sait que dans ces conditions, j'obtiens la teinte complémentaire qui va permettre d'annuler la dominante de couleur. Au niveau de la chroma, automatiquement, il me met sur ces valeurs-là. Et si je prends un échantillon ici, je m'aperçois que j'ai 118 de rouge, 113 de vert et 116 de bleu, ce qui me donne un gris moyen relativement correct. Donc, comme j'ai rééquilibré le gris ici, j'ai aussi rééquilibré un peu les tons gris dans le ciel. Dans l'onglet 4 voies, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Si je baisse la luminance dans la puissance, effectivement, vous voyez que j'assombris dans ces conditions-là encore un peu plus la tonalité dans les chalets. Bon, regardons pour l'instant cette valeur qui me paraît correcte. Au niveau des masques, je suis dans la configuration par défaut. Bon, c'est tout à fait convenable. Regardons par exemple ce que ça donne si j'augmente un peu le pivot du gris moyen. Donc, dans ces conditions, on s'aperçoit que le ciel s'assombrit un petit peu dans les tons grisâtres. Ici, on a un bleu qui est un peu plus marqué. Et vous regarderez ici aussi sur la maison. Je remets à 1845. Je repasse à... On a effectivement quelques petites modifications. Si je regarde la transition des ombres, qu'est-ce qui se passerait si j'augmentais, si je commentais? Je vois pas grand-chose dans ces conditions. La transition des hautes lumières, peut-être un petit peu d'assombrissement dans cette zone-là et dans le ciel. Après tout, pourquoi pas, hein. Donc là, après, ce n'est plus qu'une question d'appréciation. Donc voilà un petit peu ce que je peux faire sur cette image avec balance des couleurs. Je désactive, avant, après. C'est pas si mal que ça, non? Et pour terminer, et aller un peu plus loin, voici cette image toujours sur la plage d'Arromanches, puisque vous distinguez ici les pontons. Je n'ai pas redressé la ligne d'horizon, j'aurais pu le faire, mais c'est pas trop grave. Avant l'application de deux modules, voyez ici, de deux instances du module balance des couleurs RGB. Si j'active le premier, vous remarquez, l'effet se fait essentiellement sur cette partie de la plage. En effet, j'ai associé derrière un masque qui me permet d'appliquer les modifications que je fais dans la balance des couleurs uniquement sur cette partie-là. Et enfin, deuxième instance, ici, avec ce masque
qui me sélectionne cette partie, c'est-à-dire la complémentaire de la partie basse. Bon, vous voyez que si on veut aller très loin avec le module balance des couleurs, avec de multiples instances, etc., on peut faire des choses tout à fait sympas. Voilà, j'en ai terminé avec le module de balance des couleurs RVB. J'ai peut-être été un peu disert, j'ai décomposé les choses. Je pense que ceci valait le coup et donc maintenant il ne vous reste plus qu'à appliquer. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.